Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 2.11 du semestre 1, pharmacologie et thérapeutique, sorti en avril 2023 à l'université Paris-Saclay. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Commençons immédiatement par la partie 1. Administration et sécurité du médicament. Imagine une chaîne invisible qui relie le médecin, le pharmacien, l'infirmier et le patient. Cette chaîne, c'est le circuit du médicament. Et toi, infirmier, tu es le gardien du dernier maillon, celui qui administre. Si tu te trompes, personne derrière toi ne peut rattraper l'erreur. Avant toute administration, ta boussole, ce sont les 5 B. Bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment. Répète-les comme un mantra. Chaque B est un verrou de sécurité. Si un seul saute, tout le système s'effondre. Un oubli de bracelet, un nom de molécule mal lu, une dose arrondie à la va-vite, et la confiance du patient peut se transformer en drame. Mais attention au piège. Certains croient qu'il existe un 6e B, comme bonne prescription ou bonne signature. C'est faux. Les 5 B officiels s'arrêtent là. C'est ta base. Quand le médicament sort de la pharmacie, on parle de dispensation. Elle est réalisée par le pharmacien, pas par l'infirmier. Le pharmacien, c'est un peu le chef d'orchestre du médicament. Il délivre, contrôle les interactions et garantit la traçabilité. Toi, tu interviens ensuite pour administrer le traitement prescrit. Avant d'injecter ou de donner quoi que ce soit, tu vérifies plusieurs éléments, un peu comme si tu faisais un check avant le décollage. Tu vérifies d'abord la prescription médicale, est-elle claire, complète. Ensuite, la date de péremption, même les produits juste périmés sont interdits. Puis la forme galénique, si c'est un comprimé, une ampoule, une poudre à reconstituer. Puis le dosage et la voie d'administration. Et enfin, les modalités de conservation. Certains produits doivent rester au froid, d'autres non. C'est tout ce qui correspond aux vérifications réglementaires de préparation des injectables. Ensuite, vient ton rôle dans le circuit global. Tu vérifies la prescription médicale, tu prépares, tu administres et tu surveilles la prise. Mais tu ne dispenses pas, ça c'est le pharmacien. Et tu ne modifies pas la voie d'administration décidée par le médecin. Tu peux alerter, proposer, prévenir, mais jamais improviser. Pour que la prescription soit valable, elle doit comporter plusieurs mentions obligatoires. L'identité du médecin prescripteur avec sa signature, l'identité du patient, le nom du médicament, sa dose et sa voie d'administration. Oublier une seule de ces données rend la prescription non conforme. Le piège fréquent en QCM, c'est la réponse masse plasmatique. C'est un leurre, ça n'a rien à voir avec la prescription. Et dans tout ça, qu'a-t-on le droit de faire en tant qu'infirmier ? Certaines choses, oui, d'autres, jamais. Tu peux, par exemple, renouveler une prescription de contraceptifs oraux ou prescrire des substituts nicotiniques. C'est autorisé par décret. Tu peux aussi prescrire en cas d'urgence vitale. Mais attention, uniquement pour initier un traitement nécessaire à la survie immédiate, pas pour gérer un traitement chronique. En revanche, tu ne peux pas renouveler un stupéfiant, même pour 2 semaines max. C'est interdit. Et les médicaments de liste 2, non stupéfiants mais soumis à prescription médicale, tu ne peux pas non plus les renouveler toi-même. Au final, tout ce chapitre, c'est la base de ton rôle infirmier dans le circuit du médicament. Tu es à la fois le relais entre le médecin et le patient et le filtre de sécurité avant administration.
Tu traduis la prescription en action. Tu assures la continuité et surtout tu protèges ton patient et toi-même. Souviens-toi, un médicament, ce n'est pas un geste banal, c'est un acte thérapeutique encadré, traçable et engageant ta responsabilité. Passons maintenant à la partie 2, pharmacocinétique et pharmacodynamie. Imagine qu'un médicament, dès qu'il entre dans le corps, devient un voyageur miniature. Il traverse des routes, franchit des barrières, change de forme et finit par être expulsé. C'est ça la pharmacocinétique, l'étude du trajet du médicament dans l'organisme. Ce voyage suit 4 étapes précises et toujours dans le même ordre. Absorption, distribution, métabolisme, élimination. Pas plus, pas moins. Pour t'en souvenir, imagine un colis. Il est absorbé, on le met dans le circuit. Distribué, il circule dans le réseau sanguin. Métabolisé, le foie le transforme. Puis éliminé, il sort du corps. Ne te trompe pas d'ordre, c'est un piège courant dans les QCM. Absorption, c'est la porte d'entrée du médicament. Il passe dans le sang après avoir traversé une membrane. Peau, muqueuse, intestin. La rapidité dépend de la voie d'administration. Une injection IV agit en quelques secondes. Un comprimé avalé prend plusieurs dizaines de minutes. La distribution. Une fois dans le sang, le médicament se répartit dans tout le corps. Certains tissus l'attirent plus que d'autres. Le foie, les graisses, le cerveau. C'est comme une tournée de livraison. Certains quartiers sont prioritaires, d'autres inaccessibles. Le métabolisme. Ici, c'est le foie qui s'en occupe. Il agit comme une usine de recyclage, transformant le médicament en substance plus simple, appelée métabolite. Certains deviennent actifs, d'autres inactifs. Le foie détoxifie, mais il peut aussi ralentir ou accélérer l'effet d'un traitement selon son état. Insuffisance hépatique, alcool, interaction médicamenteuse. Puis l'élimination. Enfin, l'organisme se débarrasse du médicament. Les principales voies d'élimination sont la voie rénale, par les urines, la plus fréquente, la voie pulmonaire, par l'expiration, cas des gaz anesthésiques, la voie hépatique et biliaire, via les selles, plus rarement la peau ou la salive. Ne te laisse pas piéger. Il n'existe pas de véritable voie gastrique d'élimination. C'est une erreur classique en QCM. Soluté et osmolarité. Maintenant, imagine les solutés injectables comme des milieux dans lesquels baignent les cellules. Pour qu'elles se sentent bien, la pression osmotique du soluté doit correspondre à celle du sang. On parle alors de solution isotonique. Exemple, NaCl à 0,9%. Si elle est trop concentrée, c'est une solution hypertonique. L'eau sort des cellules, elle se déshydrate et se ratatine comme des raisins secs. Si elle est trop diluée, c'est une solution hypotonique. L'eau entre dans les cellules, elle gonfle jusqu'à éclater. Une solution hypertonique est donc une solution dont la pression osmotique est supérieure à celle du sang. Il sert surtout au remplissage vasculaire, car il attire l'eau vers le compartiment sanguin. Mais attention, ces produits sont puissants et souvent réservés aux perfusions sous contrôle médical strict, parfois via une voie centrale plutôt que périphérique, pour éviter les brûlures veineuses. Soluté injectable.
Ils peuvent être isotoniques, comme le NaCl à 0,9% ou le G5 le G à 5%, G5, ouais. Donc le G5, c'est 5% de glucose, on est d'accord. Hypotonique, plus dilué, utilisé pour hydrater. Hypertonique, plus concentré, utilisé en réanimation. Ou encore huileux, utilisé pour des injections intramusculaires lentes. Exemple, certaines vitamines liposolubles. Et non, il n'existe pas de solution supratonique. Encore un piège à éviter. En résumé, la pharmacocinétique, c'est le voyage du médicament à travers le corps. Et les solutés, c'est le décor dans lequel il évolue. Ton rôle, c'est de comprendre ces mécanismes pour adapter ton observation. Si un patient a une insuffisance rénale ou hépatique, tu sais déjà que le voyage va se compliquer et que le médicament risque de s'accumuler. Partie 3. Les anticoagulants, AVK et AOD. Imagine ton sang comme une autoroute fluide. Quand tout roule bien, les cellules circulent sans encombre. Mais parfois, à cause d'une chirurgie, d'une phlébite ou d'une maladie cardiaque, le corps a tendance à former des caillots. Les anticoagulants sont là pour éviter ces bouchons. Mais attention, s'ils sont mal utilisés, ils peuvent provoquer des hémorragies. Les AVK, antivitamine K. Les antivitamines K, comme la fluindione ou la warfarine, empêchent la vitamine K d'agir dans le foie. Or, cette vitamine est indispensable à la fabrication de plusieurs facteurs de coagulation. Résultat, le sang reste fluide plus longtemps. Mais cette efficacité est fragile. Une petite variation de régime alimentaire, un médicament pris sans avis médical ou un oubli de dose et la coagulation s'effondre ou s'emballe. C'est pourquoi un patient sous AVK doit suivre des règles strictes. Pas d'automédication, surtout avec d'autres anticoagulants ou anti-inflammatoires. Éviter les sports violents, un simple coup peut saigner longtemps. Prévenir le chirurgien ou le dentiste avant toute intervention. Faire attention à l'alimentation, car les aliments riches en vitamine K, choux, brocolis, épinards, peuvent annuler l'effet du traitement. Et surtout, ne jamais doubler la dose en cas d'oubli. C'est le piège classique en QCM. Surveillance biologique. Pour les AVK, la surveillance repose sur un seul test clé. Le taux INR, pour International Normalized Ratio. C'est la valeur de référence qui mesure le temps de coagulation du sang. Un INR normal est autour de 1. Mais pour un patient traité à visée curative, on cherche souvent un INR entre 2 et 3, voire jusqu'à 3,5 selon les pathologies. Trop bas, c'est un risque de thrombose. Trop haut, c'est un risque d'hémorragie. C'est un équilibre aussi fin qu'un fil tendu. Les AOD, anticoagulants oraux directs. Les AOD, eux, sont la nouvelle génération. Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran. Ils agissent directement sur un facteur précis de la coagulation, le XA ou la thrombine. Leur grand avantage, ils sont pris par voie orale et ne nécessitent pas de surveillance biologique régulière, comme les AVK. Mais attention au piège, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contrôle de laboratoire qu'ils sont sans risque. Les AOD peuvent provoquer des hémorragies graves et il n'existe pas toujours d'antidote pour les contrer. C'est souvent ce que le QCM veut te faire rater.
Pas de surveillance ne veut pas dire sans danger. En résumé, AVK ancien nécessite une surveillance par INR sensible à l'alimentation. AOD nouveau, sans suivi biologique régulier, mais avec des risques hémorragiques réels. Dans les deux cas, ton rôle essentiel, observer, informer et repérer le moindre signe anormal. Saignement de gencives, ecchymose, fatigue inhabituelle. Partie 4. Antalgique et morphinique. La douleur, c'est comme une alarme. Quand elle sonne trop fort, le rôle du soignant, c'est de la calmer, mais sans casser le système d'alerte. Et pour ça, on a une échelle, les 3 paliers de l'OMS, une sorte d'escalier de la douleur. Palier 1, les antalgiques simples. C'est le premier étage, celui de la douleur légère à modérée. On y trouve le paracétamol, l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspégique, et les AINS, comme l'ibuprofène, comme par exemple le nurophène. Ils sont efficaces, mais pas anodins. Les AINS peuvent provoquer des troubles digestifs ou rénaux. Le piège fréquent, c'est de croire que le néphopam, Accupan, est de palier 1. Faux. Il n'en fait pas partie. Il se situe entre le palier 1 et 2. Palier 2. Les antalgiques faibles. Quand la douleur s'intensifie, on monte d'un cran. Association d'un antalgique simple avec un opioïde faible. Exemple, le paracétamol codéiné, comme le dafalgan codéiné. Le tramadol, lui, aussi, appartient à ce palier. Mais attention, il n'est pas anodin. Il peut provoquer des vertiges, une somnolence, voire des nausées. Et point souvent oublié, il existe sous forme à libération prolongée, utile pour un effet continu sur 12 à 24 heures. Par contre, il n'est pas de palier 3, c'est un piège classique. Le néphopam, utilisé pour certaines douleurs rebelles, peut provoquer des tachycardies et des nausées, et il est contre-indiqué en cas d'épilepsie. Maintenant, le palier 3, les morphiniques forts. Quand la douleur devient insupportable, on arrive au dernier étage, les opioïdes forts. Ici, on trouve la morphine, reine du palier 3, et ses dérivés comme l'oxycodone ou le fentanyl. Mais attention, si la morphine calme, elle ne fait pas que ça. Ses effets indésirables sont puissants. Une détresse respiratoire, car elle ralentit le centre respiratoire, une somnolence, souvent marquée au début du traitement, nausées et vomissements, surtout les premiers jours, et parfois constipation sévère. Toujours penser aux laxatifs associés. Certains pièges en QCM te proposent hyperthermie ou convulsion. Ce n'est pas typique de la morphine. Le danger réel, c'est la dépression respiratoire. Silencieuse et mortelle si on ne surveille pas. Donc, à retenir, palier 1, paracétamol, aspégique, ibuprofène. Le palier 2, codéine, tramadol, néphopam. Hors classement strict. Et le palier 3, morphine et dérivés. L'escalier de la douleur, c'est un outil logique. On commence bas, on monte doucement et on redescend dès que possible. Pas de saut direct au palier 3 sans raison médicale. Et toujours, surveillance de la conscience, de la respiration et de la douleur. Passons maintenant à la partie 5, les voies d'administration et formes galéniques. Imagine le corps comme une ville avec plusieurs portes d'entrée. Chaque voie d'administration est une porte différente, et chaque forme galénique est le moyen de transport du médicament pour passer cette porte. La voie sublinguale, pour commencer.
C'est une porte express située sous la langue. Le comprimé se délite au contact de la salive et le principe actif passe directement dans le sang par les muqueuses. Résultat, délai d'action rapide, idéal pour les urgences, exemple trinitrine en cas de crise d'angor. Et surtout, cette voie protège le principe actif des sucs gastriques, puisqu'il n'est jamais avalé. Le piège fréquent en QCM, croire que cette voie est réservée au traitement ambulatoire. Non, elle est utilisée en urgence comme à domicile. Et inversement, le délai d'absorption n'est pas lent, c'est justement le contraire. Les contre-indications de la voie orale. Quand un patient avale mal, que sa conscience est altérée ou qu'il vomit sans arrêt, la voie orale devient dangereuse. Les troubles de la déglutition, les anesthésies buccales locales ou les vomissements fréquents sont donc des contre-indications à cette voie. Mais attention au piège, les personnes âgées ne sont pas contre-indiquées par principe. On adapte simplement la forme ou la texture. La voie cutanée maintenant. C'est la voie de surface, c'est la voie de la surface. Le médicament agit localement sur la peau ou passe lentement dans la circulation. Les principales formes galéniques cutanées sont la crème, pour hydrater et faire pénétrer légèrement, la pommade, plus grasse pour un effet prolongé, le gel à base d'eau, qui pénètre vite, et les aérosols, pour étaler de fines particules sur une zone large. Le piège classique, les gélules ne font pas partie des formes cutanées. Elles sont destinées à la voie orale. Les comprimés, formes et spécificités. Les comprimés sont les voyageurs les plus polyvalents. Ils peuvent être enrobés pelliculés, pour masquer le goût ou faciliter la déglutition, dragéifiés, avec une couche sucrée brillante, orodispersibles, qui fondent sur la langue sans eau, à croquer, pratique pour les enfants, et non, les sprays ne sont pas des comprimés, c'est un leurre dans les QCM. Les comprimés gastro-résistants. Ceux-là sont malins. Ils sont recouverts d'une pellicule spéciale qui résiste au suc gastrique. Pourquoi ? Parce que le principe actif serait détruit dans l'estomac. Cette pellicule ne diminue pas les sucs gastriques, elle les évite. Le comprimé passe intact dans l'estomac, puis se dissout dans l'intestin, où le pH est plus doux. Mais attention, on ne les écrase jamais. Écraser un comprimé gastro-résistant, c'est comme casser un casque de moto avant le trajet. Tu détruis sa protection et exposes le principe actif à l'acide gastrique. Et oui, comme tous les médicaments, ils peuvent provoquer des effets indésirables. Ce n'est pas parce qu'ils ont un enrobage qu'ils sont sans risque. En résumé, la voie sublinguale, rapide, est protégée des sucs gastriques. La voie orale, pratique mais interdite si trouble de déglutition ou vomissement. La voie cutanée, locale ou lente, sous forme de crème, pommade, gel, aérosol. Les comprimés, multiples formes, mais attention aux gastro-résistants, qu'on ne modifie jamais. Chaque forme galénique a été pensée pour protéger, contrôler ou faciliter le passage du médicament. Ton rôle, c'est de respecter cette logique, parce que changer une forme, c'est changer son effet. Passons maintenant à la partie 6, médicaments digestifs, antiacides et IPP. Imagine ton estomac comme une usine d'acide. Il travaille jour et nuit pour digérer ce que tu manges. Mais parfois, cette usine devient trop zélée. Brûlure, reflux, douleur gastrique. C'est là qu'interviennent deux types de pompiers, les antiacides et les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP. Les antiacides. Les antiacides sont les pompiers de surface. Ils ne soignent pas la cause, mais éteignent les symptômes rapidement. Leur rôle, neutraliser l'acide gastrique déjà présent dans l'estomac.
On les utilise lors de douleurs œsogastro-duodénales, c'est-à-dire tout ce qui brûle sur le trajet de l'œsophage à l'intestin. Ils ne traitent pas l'ulcère avéré, ça c'est le domaine des IPP. Et surtout, on les prend après les repas ou au coucher, pas avant. Pourquoi ? Parce que c'est après le repas que l'estomac sécrète le plus d'acide. Le piège fréquent, c'est la réponse avant le repas. C'est faux. Il doit être présent quand l'acidité monte, pas avant qu'elle commence. Autre détail, certains antiacides contiennent du magnésium et peuvent donc avoir un effet laxatif. À retenir, antiacide égale rapide, local, symptomatique, mais jamais curatif. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Les IPP, eux, sont les ingénieurs du long terme. Ils bloquent directement la pompe à protons, située sur les cellules de la muqueuse gastrique, et empêchent la sécrétion d'acide. Ils sont prescrits dans les ulcères, les reflux gastro-œsophagiens ou en prévention chez les patients sous anti-inflammatoires ou corticoïdes. Leur effet n'est pas immédiat. Il faut 4 jours environ pour atteindre leur efficacité maximale. Ce délai de quelques jours est souvent oublié, mais il est fondamental pour comprendre pourquoi un patient ne ressent pas un soulagement instantané. Et non, on ne les écrase pas. Les comprimés sont gastro-résistants, conçus pour éviter que le principe actif soit détruit dans l'estomac. Les écraser, c'est les rendre inutiles. Le piège QCM classique, les IPP augmentent la sécrétion d'acide gastrique. C'est évidemment faux. Ils la diminuent fortement. C'est leur mission première. En résumé, antiacides agissent vite, neutralisent l'acide existant, à prendre après les repas ou au coucher, parfois laxatifs. Et les IPP agissent lentement mais durablement, inhibent la production d'acide, effet maximal au bout de 4 jours, ne jamais écraser. Les premiers sont comme des éponges, les seconds sont comme des interrupteurs. Les uns absorbent ce qui déborde, les autres coupent la source du problème. Passons maintenant à la partie 7. Médicaments génériques, iatrogénie et antidotes. Imagine le monde du médicament comme une immense famille. Certains sont les originaux, nés après des années de recherche, d'autres sont leurs copies conformes, les génériques. Et enfin, il y a les ratés du système, les effets secondaires et les erreurs qu'on appelle iatrogénie. Les médicaments génériques. Un générique, c'est un peu comme un jumeau économique du médicament original. Il contient le même principe actif, dans la même quantité et agit de la même façon. La différence, souvent le prix et parfois les excipients, c'est-à-dire les substances qui servent à fabriquer le comprimé. Ces excipients peuvent changer la tolérance chez certaines personnes allergiques, mais le principe actif reste identique. Le piège en QCM, dire qu'un générique contient un principe actif différent, c'est faux. Et aussi que dire qu'il renferme exactement les mêmes excipients, c'est faux aussi. Mais dire qu'il présente un intérêt économique, c'est vrai, c'est son principal avantage. La iatrogénie médicamenteuse. La iatrogénie, c'est un mot savant pour dire dommage causé par un traitement médical. Ce n'est pas forcément une faute, c'est une conséquence indésirable d'un acte ou d'un médicament. Exemple, une hémorragie sous anticoagulant, une chute après un somnifère, une allergie médicamenteuse. Elle touche surtout les personnes âgées, car elles prennent souvent plusieurs traitements à la fois. Et plus on cumule les molécules, plus on augmente le risque d'interaction ou d'erreur. Les principales causes de iatrogénie sont l'automédication,
c'est-à-dire prendre un médicament sans avis médical, une erreur de prescription, comme une mauvaise dose, contre-indication non repérée, une interaction médicamenteuse, c'est-à-dire deux médicaments qui se contrarient, et un mécanisme allergique, une réaction immunitaire aux médicaments. Une réaction immunitaire aux médicaments. Le piège, la iatrogénie n'a rien à voir avec la grossesse, ni avec les malformations du fœtus. Ça, c'est la tératogénèse. Ça en fait des mots, hein. Les antidotes. Un antidote, c'est le contrepoison du médicament. Il neutralise l'effet toxique en cas de surdosage ou d'erreur. Les associations classiques à connaître absolument. Sulfate de protamine, c'est l'antidote de l'héparine. La vitamine K, c'est l'antidote de la warfarine ou coumadine. Et le N-acétylcystéine, c'est l'antidote du paracétamol. Pas de l'aspirine, c'est un piège courant. Et non, la naloxone n'est pas l'antidote de l'héparine. C'est celui de la morphine et des opiacés, pour inverser la dépression respiratoire. Retenir les bons couples, c'est vital. Pense-y comme à des duos inséparables. Les contre-indications de l'acide acétylsalicylique. Aspirine. L'aspirine paraît banale, mais c'est un médicament à risque. Elle est contre-indiquée dans plusieurs situations. En cas d'ulcère, car elle aggrave le saignement. En cas d'allergie, notamment croisée avec d'autres AINS. Et en cas d'insuffisance rénale sévère, elle fatigue encore plus les reins. Le piège QCM, myasthénie et angor n'ont aucun lien avec les contre-indications. Ce sont des leurres. Population à risque. Les plus vulnérables aux effets indésirables sont les personnes âgées, accumulation, polymédication, les insuffisants rénaux, les enfants et les femmes enceintes, risque tératogène. Les tabagiques ne sont pas une catégorie iatrogène officielle, mais peuvent aggraver certains effets. En résumé, générique égale même principe actif, moins cher, excipient variable. Iatrogénie égale effet indésirable dû à un traitement médical, souvent évitable. Les antidotes, duo essentiel à connaître. La protamine et l'héparine. La vitamine K et la warfarine. Le N-acétylcystéine et le paracétamol. Et l'aspirine, c'est contre-indiqué si ulcère, allergie ou insuffisance rénale sévère. Ces notions, c'est ton kit de sécurité. Elles ne font pas gagner du temps. Elles évitent d'en prendre à l'hôpital. Elles évitent d'en perdre à l'hôpital. Quand chaque erreur se paye au prix du sang. Excusez-moi, là on est en fin de journée et... Voilà. C'est la digestion. Passons maintenant à la partie 8. Libération prolongée et synthèse finale. Imagine que ton corps soit une scène de théâtre. Quand tu avales un comprimé, le rideau s'ouvre. Certains acteurs jouent leur rôle tout de suite, d'un seul coup. Ce sont les comprimés à libération immédiate. D'autres, plus patients, entrent progressivement, pour que le spectacle dure des heures. Ce sont les comprimés à libération prolongée. Les comprimés à libération prolongée. Ces formes sont conçues pour libérer lentement le principe actif dans l'organisme.
Cela permet de maintenir une concentration stable dans le sang, sans pic ni chute brutale. Résultat, le patient ressent moins de variations d'effets et a moins d'effets indésirables. Autre avantage, le nombre de prises par jour diminue. C'est pratique pour l'observance, surtout chez les patients âgés ou polymédiqués. Mais attention, ces comprimés ne doivent jamais être écrasés, ni coupés sans indication, car cela détruit le système de diffusion lente. Tu transformerais une action sur 12 heures en un choc immédiat. Le piège QCM, c'est la tentation de répondre rapidité de résorption. Non, c'est justement l'inverse. La libération est lente et contrôlée. Rappels généraux du QCM. Maintenant qu'on a tout vu, regarde la cohérence. Le médicament, c'est un voyage complet du prescripteur à l'élimination. 1. Le médecin prescrit avec une ordonnance complète, identité, dose, voie, signature. 2. Le pharmacien dispense, contrôle et explique. 3. L'infirmier vérifie les 5 B, prépare, administre, surveille. 4. Le patient, lui, adhère et signale tout effet indésirable. La pharmacocinétique te dit comment le médicament se comporte dans le corps. La pharmacodynamie, c'est ce que le médicament fait au corps. Les deux sont liés comme un couple. L'un agit, l'autre réagit. Tu as aussi vu les grands risques. La thromboembolie, si un anticoagulant est mal équilibré. L'hémorragie, si le suivi est négligé. Le surdosage, si un comprimé est écrasé à tort. La iatrogénie, quand tout ça s'accumule. Et les grandes familles, les anticoagulants, AVK, AOD, fluidifient le sang mais exigent rigueur. Les antalgiques, il y a 3 paliers, du simple paracétamol à la morphine. Les digestifs, antiacides pour le court terme, IPP pour le fond du problème. Et les formes galéniques, chaque voie a son rôle, chaque enrobage une raison. Et les antidotes, le plan de secours à connaître par cœur. En un mot, le médicament, ce n'est pas juste un produit, c'est une histoire de précision. Chaque milligramme compte. Chaque voie d'administration a sa logique. Chaque contrôle biologique protège un être humain. Et ton rôle, c'est d'être le lien conscient entre la molécule et le malade. De comprendre, d'observer, d'anticiper. Parce que dans le circuit du médicament, la seule machine vraiment intelligente, c'est toi. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça, la méthode IFSI Réussite. Apprendre par la diversité des sujets, pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés, ici tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.